Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je vous retrouve ce soir pour une petite chronique normale, paranormale de mon cru. Mais avant tout, j'avais envie de vous faire partager la définition d'un dictionnaire que j'adore, qui s'appelle le dictionnaire du pire. C'est un dictionnaire qui sort un peu des sentiers battus et qui se propose de définir la peur comme ceci. Peur, non féminin. Sentiment éprouvé par autrui. Point. Ok. Très proche en fait de celui que nous ressentons sous le nom de résolution lucide et courageuse à obvier aux circonstances sur l'instant et au mieux de nos intérêts. J'aime beaucoup cet humour. Donc voilà, Stéphane Legrand, dictionnaire du pire, inculte. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Alors, cette semaine, dans la chronique normale paranormale, j'ai choisi de vous faire un storytelling en plusieurs points. Donc, je vais vous parler de plusieurs expériences paranormales qui m'ont été rapportées et que je trouvais intéressantes de vous livrer ici. La première histoire, je l'ai baptisée La case et l'oiseau. Toutes ces storytelling paranormales, là, c'est en fait des histoires qui m'ont été contées depuis mon plus jeune âge. J'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'amis dans ma vie, beaucoup de rencontres, de cultures différentes. Donc je ne vous dirai pas sur quel continent nous sommes, mais si vous voulez me mettre en commentaire, d'après vous, d'après moi, je pense qu'on est plus sur tel ou tel continent, ça peut être un petit jeu. La première histoire, je l'ai appelée donc La case et l'oiseau. La case et l'oiseau. C'est l'histoire d'un couple qui est prêt à se marier. Ils sont de deux cultures et deux traditions différentes. Une tradition européenne, ancrée dans la science et la raison, et une tradition qui l'est un peu moins. Pour respecter leurs deux cultures et leurs deux familles, ils choisissent de se marier selon les coutumes traditionnelles de leur pays européen et de leur pays un peu plus lointain. Ils se rendent donc en terre lointaine pour que soit prononcé leur vœu de mariage selon la tradition de cette terre qui est au-delà de l'horizon. Avant cela, le marié, qui épouse aussi une culture différente, doit se plier à une étrange tradition, aller discuter avec la plus vieille femme de la famille. Il se plie au jeu. Elle lui explique: je n'aurai pas grand-chose à te dire, tu es quelqu'un de bien. Suis-moi. Il la suit. Elle lui dit: attends-moi ici, et tu rentreras dans la case dans laquelle je vais rentrer dans 1 minute. Tu comptes. Il reste sur le pas de la porte. Il n'y a qu'une porte, pas de fenêtre. C'est une très petite case. Au bout d'1 minute, il entre dans la case. Il y voit un oiseau. La plus vieille femme du village ne s'y tenait pas. À sa place, il y avait un oiseau. Normal, paranormal. Real story, fake story. Peut-être que vous savez, ses copains, vu mon âge à l'époque, ils avaient peut-être envie de se jouer de ma crédulité. Ils m'ont raconté ça et j'étais ébahie. Je me suis dit: oh, ah ouais, c'est pas possible. Alors, je ne saurais jamais si c'était histoire de se moquer un petit peu de ma crédulité ou si c'était réel. Mais la façon dont cela m'a été conté, je dois vous avouer que j'y ai vraiment cru. Deuxième histoire, donc là c'était plutôt une légende qui circulait au collège, une drôle d'histoire. Bon bah là c'est une question de crédulité, je vous dis tout de suite, tellement ça me paraît dingue. Mais je trouvais ça marrant de vous la raconter parce que ça en a fait frissonner plus d'une. Au collège, on avait une de nos amies, enfin connaissance, qui était un peu enrobée à la rentrée et ça ne nous gênait pas, mais apparemment elle, ça la gênait. Et en fait, elle s'est fait plusieurs copines en arrivant dans l'établissement scolaire. Et à chaque fois qu'elle se faisait une copine, elle lui offrait une bague. Et au bout d'un moment, circulait la rumeur qu'il ne fallait pas accepter ces bagues
parce que toutes les jeunes filles qui auraient accepté ces bagues auraient étrangement pris du poids, alors qu'elle, en 2 mois, elle avait perdu 2 tailles de pantalon. Alors, est-ce qu'on avait inventé là une sorcière? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'elle avait pris le taureau par les cornes et qu'elle s'était mise à suivre un petit régime pour se sentir mieux dans sa peau? Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez marrant de vous le raconter ici, parce que c'est un peu ce genre d'histoire que peuvent se raconter nos ados. Qu'est-ce que c'est que ce genre de phénomène? Pourquoi est-ce que quand on a 12-13 ans, on peut réussir à croire à ce genre de choses, alors qu'à l'âge adulte, honnêtement, ça prend pas du tout. Alors, la troisième histoire que j'ai choisi de vous raconter, donc c'est pas un storytelling personnel à proprement parler, mais c'est plus une découverte. Hildegarde de Bingen, qui est la première naturopathe, c'est-à-dire qui soignait les gens par les plantes, euh, est une femme passionnante. Elle a beaucoup œuvré dans sa vie. Elle a créé une sorte de couvent ou de congrégation de sœurs. Elle a inventé plein de remèdes qui aujourd'hui sont relayés dans le domaine de la naturopathie. Elle les a écrits. Donc c'était vraiment une femme débordante d'énergie et je vous invite à lire tout ce que vous pourrez trouver sur Hildegard de Bingen parce que c'est une femme passionnante. Donc cette femme, elle a une histoire complètement déroutante puisqu'elle était moniale, donc je ne pense pas qu'elle était abbesse, mais elle était moniale, ça c'est sûr. Et donc elle a été reconnue et canonisée par le pape, donc c'est-à-dire qu'on a reconnu que c'était une sainte qui faisait des miracles, pour finalement être décanonisée, c'est-à-dire non en fait elle n'est pas si saine que ça, c'est pas une sainte donc, et limite taxée de sorcellerie. Bon, elle réussira à s'en sortir sans passer sur le bûcher, mais voilà, je trouvais intéressant de vous relayer cette histoire d'Hildegard de Bingen, puisque elle a été dans les bonnes grâces de Dieu aux yeux des hommes pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Là, ça illustre quelque chose. Dès lors qu'on est sur de la foi, de la croyance, que l'on n'est plus sur du scientifiquement exact, même si ces remèdes ont été révélés comme efficaces, hein, eh bien, la limite est très fine pour basculer entre la pieuse femme et la sorcière. Ça, c'était l'histoire de Hildegarde. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous expliquer aussi dans cette chronique normale, paranormale? Les sorcières seraient-elles de retour? On en entend de plus en plus parler et les nouvelles artistes ultra libérées euh, peuvent faire frémir ceux qui les suivent. Comme exemple, vous avez Mary Wigman, qui était une des premières danseuses contemporaines et qui a interprété une danse qui s'appelle la danse de la sorcière. Vous pouvez googliser, vous allez trouver. Et effectivement, elle est assez convaincante dans le rôle. Je vous invite à aller regarder ça, vous verrez par vous-même. La question que je me pose, si je vois cet artiste en live aujourd'hui, est-ce que il y aurait quelque chose en moi qui dirait mais c'est malaisant ce qu'elle fait quand même. Ça me gêne, ça me dérange. J'ai pas payé 20 € ma place de spectacle pour voir ça. Ou au contraire, est-ce que je me dirais mais bravo, génial, quelle innovation, ça envoie, comme ça tout le monde est bien renvoyé dans les cordes avec ces histoires des sorcières, c'est pas si difficile à faire, regardez, il suffit de faire ça. Je ne sais pas, c'est à vous de dire, vous, vers quoi vous vous tranchez. Voilà, voilà. Enfin, Mary Wigman, la danse de la sorcière, pose vraiment la question. Est-ce que ça vous fait peur quand vous voyez ça? Ou est-ce que, au contraire, vous vous dites c'est excellent? Une autre artiste beaucoup plus récente, puisqu'elle est contemporaine, c'est Marina Abramovic, qui propose un travail complètement dingue, puisqu'en fait, c'est une artiste contemporaine qui, elle, va utiliser des produits du corps pour peindre, écrire, enfin des trucs. Personnellement, c'est pas le courant artistique que je préfère, je dois dire, mais elle a été taxée d'être une sorcière des temps modernes. Alors vous,
Qu'en pensez-vous? Est-ce que si je fais de la peinture avec des produits du corps, est-ce que c'est de la sorcellerie ou pas? Sachant qu'effectivement, la limite entre magie blanche et magie noire serait, paraît-il, à chercher par là, dans le sens où la magie noire fait couler le sang, ce que ne ferait pas la magie blanche, qui se veut plutôt celle des guérisseurs. Donc c'est à vous de voir. J'espère que ce petit storytelling normal, paranormal et ces deux invités que sont Hildegarde et Marina vous ont plu, vous ont fait un peu frémir ou tout du moins réfléchir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.